20 ans. 10 à combattre une guerre à 3, 10 à tenter de rentrer chez lui en traversant une seule étendue de mer. Voilà l'Odyssée, l'histoire d'un homme qui essaie simplement de retrouver le seuil de sa propre maison. Et cet homme, vous le connaissez. Ulysses, le rusé, le roi d'Ithaque. Celui qui aveugla le cyclope, résista aux sirènes, revint dans sa propre salle et reprit son trône avec un arc. Son nom est dans le titre du poème. Son visage est sur l'affiche ce week-end, c'est celui de Matt Damon, sur le plus grand écran jamais construit. Mais voici la question que personne ne pense jamais à poser. Comment y est-il réellement parvenu? Pas grâce à sa force. Pas grâce à la chance. Grâce à 3 femmes. 3 formes d'amour entièrement différentes. La première lui enseigna quelque chose qu'aucun dieu n'avait jamais pris la peine de lui apprendre. La deuxième le laissa partir alors qu'elle aurait pu le garder pour toujours. La troisième maintint un royaume entier debout par la seule force de son intelligence, tandis que le monde entier lui répétait qu'elle était veuve. Circe, Calypso, Penelope. Et avant de commencer, je vais être honnête avec vous, je suis la muse, et ces 3 femmes sont à moi. Pendant 3000 ans, les poètes ont chanté Ulysse. Ils ont chanté ses ruses, ses cicatrices, son grand retour dramatique. Aux femmes qui rendirent chaque étape possible, ils accordèrent une ligne ici, une note de bas de page là. Aujourd'hui, le poème leur appartient. Essayez de suivre. Circé est une fille du soleil. Literalment. Son père est Hélios, celui qui conduit le soleil à travers le ciel, et sa mère est Persée, l'une des Océanides. Son frère était Éthée, gardien de la toison d'or. Sa sœur est Pasiphae, mère du Minotaure. Ce qui fait de Médée et d'Ariane ses nièces. Toute une lignée de femmes que les hommes de ces récits qualifièrent de dangereuses, et que la mythologie, plus honnêtement, appela des sorcières. Circé vit seule sur l'île de accent aigu. Ne la cherchez pas sur une carte. Elle n'a jamais vraiment été un lieu. C'est un seuil, l'endroit où le monde des vivants commence à se transformer en autre chose. Et autour de son palais, il y a un jardin. Pas de fleurs, d'hommes. Des lions qui furent autrefois des soldats. Des loups qui furent autrefois des pirates. Des sangliers qui arrivèrent avec des épées et furent transformés en quelque chose d'un peu plus sincère. Circé les nourrit tous. Et voici ce que presque tout le monde oublie lorsqu'on la traite de cruelle. Peut-être ne les transformait-elle pas réellement en quelque chose de nouveau. Peut-être rendait-elle simplement visible à l'extérieur ce qu'elle avait déjà reconnu sous les armures et les discours. Ainsi, lorsque l'équipage d'Ulysse échoue sur son rivage, Circé fait ce qu'elle fait toujours. Elle les accueille. Du miel, du fromage, du vin, puis des porcs. Tout le groupe, groin compris. Tous sauf Euryloque, qui reste en retrait, flaire le piège et court avertir Ulysse. Sur le chemin du palais, Hermès intercepte Ulysse et lui remet une plante. Elle s'appelle le molly, racine noire, fleur blanche. Et elle annule la magie de Circé. Undone extremely rare. Ulysse entre, boit le vin enchanté, et lorsque Circé le touche de sa baguette pour le faire grogner. Rien ne se passe. Elle se fige. Puis elle lui pose la question qui change tout entre eux. Qui es-tu, pour que ma magie ne puisse pas t'atteindre? C'est le moment où chacun comprend exactement qui se tient devant lui. 2 êtres qui ont passé toute leur vie à être la personne la plus intelligente et la plus dangereuse de chaque pièce, enfin dans la même pièce avec quelqu'un de leur taille. Ulysse reste à accent aigu pendant 1 an. Une année entière. L'équipage mange, boit, reprend des forces. Circé devient son amante, son allié, et finalement, la seule personne vivante capable de lui donner ce dont il a réellement besoin. Car Ulysse doit atteindre le monde des morts. Il doit consulter les défunts. Et aucun mortel vivant n'a jamais traversé le royaume des morts avant d'en revenir. Circé connaît le chemin. Elle sait quelles paroles prononcer, quel sang offrir et comment distinguer l'ombre du devin Tirésia au milieu d'une foule de morts. C'est elle qui l'envoie là-bas. Et c'est elle qui l'accueille à son retour. Puis elle continue à le préparer pour tout ce qui l'attend. Les sirènes, voici comment survivre à leur chant. Scylla et Charybde, passe par ici, pas par là. Oui, tu perdras des hommes et non, tu ne pourras rien faire pour l'éviter. Les troupeaux du soleil, les troupeaux de mon propre père, n'y touchez pas, quelle que soit la fin de votre équipage. Enfin, elle le laisse partir. Des vents favorables. Des provisions complètes. Une carte précise de tout ce qu'il devra faire pour rester en vie. Elle l'aimait en sachant qu'il partirait. Et au lieu de le retenir, elle lui donna les moyens de s'en aller. Arrêtez-vous un instant sur cette idée, parce qu'elle est beaucoup plus rare qu'elle n'en a l'air. La plupart des histoires d'amour traitent la fin comme un échec. Quelqu'un est parti. Quelqu'un n'était pas suffisant. Tout s'est effondré. Circé vit la fin venir, elle la vit clairement dès le début et la transforma en la chose la plus généreuse qu'elle pouvait lui offrir. Elle transforma un adieu en kit de survie. La sorcière qui changeait les hommes en porcs. Et la seule raison pour laquelle Ulysse vécut assez longtemps pour devenir une légende. Les deux à la fois. Au même instant. Voilà ce qu'il faut comprendre au sujet des femmes de ce poème, elles ne sont jamais une seule chose. Les hommes ne l'ont jamais tout à fait compris. Calypso est une fille d'Atlas, le titan condamné à porter le ciel sur ses épaules, pour toujours, aux confins du monde. Et c'est peut-être pour cela qu'elle, plus que quiconque,
comprend le poids de porter quelque chose d'immense qui ne partira jamais, jamais nulle part. Calypso vit en exil. Elle se rangea du côté des Titans pendant la grande guerre contre les dieux olympiens, perdit et fut reléguée sur l'île d'Ogygie, qui, une fois encore, ne figure sur aucune carte. Elle se trouve au-delà de l'horizon, l'endroit où le temps cesse d'avoir un sens. Et elle est magnifique, comme doit l'être une prison éternelle. Des cyprès et des peupliers autour de la grotte. Des grappes de raisin mûres toute l'année. 4 sources d'eau claire, chacune coulant dans une direction différente. Pas de tempête, pas de saison, pas de vieillesse. Rien ne manque et rien ne change jamais. Ulysse arrive à moitié noyé, seul survivant d'un naufrage qui emporta tous les hommes qui lui restaient. Calypso le tire hors de l'eau. Elle prend soin de lui. Elle l'aime. Et elle le retient pendant 7 ans. Voici le détail que je veux vraiment que vous entendiez, car Homère est exceptionnellement clair à ce sujet. Le jour, Ulysse s'assoit sur le rivage, regarde la mer et pleure en désirant rentrer chez lui. La nuit, il reste dans la grotte de Calypso non plus parce qu'il la désire, mais parce qu'elle continue de le désirer, lui. L'homme le plus rusé de Grèce, assis sur un rocher à pleurer, chaque jour, pendant 7 ans. Calypso le sait. Elle le regarde. Et elle refuse toujours de le laisser partir. Puis elle lui offre quelque chose qu'aucun dieu n'avait jamais offert à un mortel. L'immortalité. La jeunesse éternelle. Une vie auprès d'elle, sans douleur, sans guerre, sans perte et sans mort. Jamais. Une éternité dorée aux confins du monde. Ulysses refuse. Non parce que l'immortalité ne serait pas tentante, mais parce qu'une éternité sans Ithaque ne serait plus sa vie. Ithaque n'a jamais été seulement un lieu. Ithaque est un choix. C'est ce qu'il est. Une épouse aux cheveux noirs qui maintient debout un palais assiégé. Un fils qui a grandi sans avoir le visage de son père à garder en mémoire. Une vie laissée en suspens au milieu d'une phrase, et Ulysse ne peut pas devenir l'homme qui décide simplement de la laisser inachevée. Il préfère être un mortel qui rentre chez lui et meurt plutôt qu'un immortel resté loin de chez lui. Athéna s'adresse donc à Zeus. Zeus envoie Hermès. Hermès atteint Ogygie avec l'ordre des dieux. Laisse-le partir. Calypso écoute et répond avec des mots qu'Homère consigne avec une grande précision, mais que presque personne ne répète. Elle dit que les dieux sont cruels. Lorsqu'une déesse choisit un homme mortel pour amant, les dieux interviennent et détruisent tout. Lorsqu'un dieu choisit une femme mortelle, personne ne lève le petit doigt. L'injustice, dit Calypso, n'est pas seulement un problème humain. Elle monte jusqu'au ciel. Mais elle obéit. Elle appelle Ulysse. Elle lui dit qu'il est libre. Elle lui remet les outils nécessaires pour construire un radeau. Elle lui donne du pain, de l'eau, du vin sombre et des vêtements chauds. Elle lui envoie un vent favorable pour le pousser vers la mer. Puis elle reste sur le rivage et regarde le radeau rétrécir à l'horizon. Homère ne nous dit jamais ce qui arrive à Calypso après cela. Elle disparaît simplement du poème. Certains mythes plus tardifs racontent qu'elle continua d'attendre. D'autres qu'elle mourut de chagrin. La plupart ne disent rien. Et ce silence est d'une certaine manière la version la plus assourdissante. Comme si son histoire s'était terminée à l'instant où la voile d'Ulysse avait disparu. Son nom signifie « celle qui cache ». Elle cacha Ulysse au monde. Elle cacha Ithaque à Ulysse. Elle cacha l'écoulement du temps dans un paradis sans saison. Et le jour où elle le laissa partir, elle cessa presque d'être Calypso. Car voici la forme d'amour la plus difficile. Pas celle qui se termine quand tout s'est déjà effondré. Celle qui se termine alors qu'elle fonctionne encore, parce que c'est à vous d'y mettre fin. Parce que la personne que vous aimez doit partir. Et que c'est vous qui ouvrez la porte. Circé le laissa partir et put rester une sorcière. Calypso le laissa partir et y perdit jusqu'à son propre nom. 2 îles. 2 adieux. Et l'un des 2 lui coûta tout. Laissez-moi reprendre mon souffle avant la dernière. Et c'est la plus importante. Si les 2 premières histoires vous touchent, rendez-moi un petit service et laissez un like. Je sais, toutes les voix d'internet le demandent. Mais ici, cela aide réellement à porter le chant devant d'autres personnes capables de le ressentir, et pour quelque chose d'aussi silencieux, cela compte plus que vous ne l'imaginez. Et abonnez-vous, car je chante ici un nouveau mythe à chaque fois. Et je n'aime pas me répéter. Mais surtout, je veux savoir une chose. Circé, qui le prépara et le laissa partir. Ou Calypso, qui lui offrit l'éternité et se perdit elle-même. Laquelle des 2 vous a un peu plus brisé le cœur? Dites-le moi dans les commentaires. Je les lis. Je suis une muse, être le sujet des conversations, c'est pratiquement mon métier. Bien. Penelope. Celle qui ne partit jamais. Pénélope ne vit pas sur une île enchantée. Elle vit dans un palais assiégé. Et il s'avère que c'est bien pire. Elle est la fille d'Icario et la cousine d'Hélène de Sparte. Oui, c'est Hélène-là. La femme dont la fuite vers Troie déclencha la guerre qui arracha Ulysse à son foyer. Pénélope ne provoqua pas cette guerre. Elle passa simplement 20 ans à en payer le prix. Et la manière dont Ulysse réussit à l'épouser révèle tout de leur mariage. Il l'a conquis grâce à son intelligence, pas grâce à son argent, notamment parce qu'il n'en avait pas assez. Tous les nobles de Grèce rivalisaient pour obtenir la main d'Hélène. Ulysse jeta un regard à cette compétition et comprit immédiatement qu'il n'avait aucune chance.
Mais il remarqua autre chose. Tindar, le père d'Hélène, avait un sérieux problème. Choisir un seul prétendant signifiait transformer tous les autres en ennemis. Une possible guerre civile pour un mariage. Ulysse proposa donc un marché. Je résous ton problème, et tu m'aides à obtenir une autre femme. Il inventa le serment des prétendants. Chaque homme aspirant à la main d'Hélène jurerait de défendre celui qu'elle choisirait. En une seule manœuvre, Ulysse transforma la rivalité en alliance. Tindar choisit Ménélas. Personne ne se battit. Et Ulysse obtint ce qu'il désirait réellement. Pénélope, la nièce de Tindar, célèbre non seulement pour sa beauté, mais aussi pour un esprit capable de courir aussi vite que le sien. Ils gagnèrent Ithaque ensemble, et Pénélope comprit rapidement quel genre d'homme elle avait épousé. Un homme capable de lire les personnes, les étoiles et le danger avec 3 coups d'avance. Elle n'avait pas seulement épousé un héros. Elle avait épousé son égal. Retenez ce mot. Il comptera à la fin. À Ithaque, Ulysse fait quelque chose d'extraordinaire. Dans la cour du palais pousse un ancien olivier. Il est encore enraciné dans la terre. Il est encore vivant. Au lieu de l'abattre, Ulysse construit leur lit nuptial autour de son tronc. Le tronc vivant devient l'un des montants du lit. Les racines restent dans le sol. Puis il construit toute la chambre autour du lit. Ce lit ne peut donc jamais être déplacé. Il est enraciné dans la terre même d'Ithaque. Et seules 2 personnes au monde connaissent ce secret. Gardez-le en mémoire. Ils ont un fils, Télémaque. Puis la guerre vient frapper à leur porte, précisément à travers le serment inventé par Ulysse. Hélène est emmenée. Ménélas convoque tous les hommes qui avaient prêté serment. Ulysse, qui ne souhaite absolument pas partir, tente de feindre la folie. Il attelle un bœuf et un âne à la même charrue et commence à semer du sel dans le champ. Une folie digne d'une performance artistique, pour éviter une guerre rendue possible par la règle qu'il avait lui-même écrite. Mais un homme nommé Palamède, un peu trop intelligent, démasque la ruse. Il place le bébé Télémaque devant la charrue. Ulysse dévie pour sauver son fils. Sa lucidité est révélée. Il doit partir. Pénélope reste donc là, un bébé dans les bras, à regarder son mari partir pour une guerre sans date de retour connue. Et elle comprend la terrible symétrie de la situation. Le serment inventé par Ulysse peut être l'idée la plus brillante de sa vie et exactement ce qu'il arrache maintenant à elle. Le génie et la catastrophe. La même idée. 10 ans de guerre. Puis le silence. La guerre se termine, mais Ulysse ne rentre pas. Aucune nouvelle. Aucun corps. Rien. Il disparaît dans la Méditerranée, et Ithaque décide peu à peu que Pénélope est veuve. Puis les prétendants arrivent. 108 nobles d'Ithaque et des îles environnantes s'installent dans le palais. Pas comme des invités. Comme des occupants. Ils mangent les troupeaux d'Ulysse, boivent son vin et consument les richesses de la maison. Ils se présentent comme des candidats à la main de la reine, mais ce qu'ils veulent réellement, c'est le trône. Celui qui épousera Pénélope héritera d'Ithaque. Et Télémaque est encore bien trop jeune pour les chasser. Pénélope n'a pas d'armée. Elle n'a pas de véritables alliés. Elle possède exactement une chose. La même qu'Ulysse avait reconnue en elle le jour où il l'avait choisie. L'intelligence. Elle entre donc en guerre de la seule manière qui lui soit permise. In silence. Première manœuvre. Le linceul. Elle annonce qu'elle choisira un nouvel époux dès qu'elle aura terminé de tisser le linceul funéraire de Laërte, son vieux beau-père. C'est un devoir sacré. Aucun Grec n'oserait interrompre un rite funéraire consacré à un membre de la famille. Les dieux ne le pardonneraient jamais. Pénélope tisse donc pendant la journée, sous les yeux des prétendants. Et chaque nuit, seule, à la lumière d'une lampe, elle défait tout ce qu'elle a tissé. 3 ans. Avec un morceau d'étoffe et un métier à tisser, elle immobilise 108 hommes. Je veux un monument consacré à cette scène. Un jour, l'une des servantes la trahit. Les prétendants sont furieux. Ils accentuent la pression. Ils exigent qu'elle choisisse. Pénélope change donc de tactique. Elle commence à les dresser les uns contre les autres. Un peu d'espoir pour celui-ci. Une promesse vague pour celui-là. Elle maintient la compétition en vie, afin qu'ils ne puissent jamais s'unir en un seul bloc. Et elle commence à exiger de chacun d'eux des cadeaux coûteux. Réfléchissez à ce que cela signifie. Tandis qu'ils dévorent la richesse d'Ulysse, Pénélope les oblige à remplacer au moins une partie de ce qu'ils détruisent. En pratique, elle leur fait payer un loyer pour l'occupation de son propre palais. Puis elle invente l'épreuve de l'arc. Lorsqu'Ulysse finit par entrer, déguisé en mendiant, dans une salle qui ne le reconnaît pas, Pénélope fait son annonce. Elle épousera l'homme capable de tendre le grand arc d'Ulysse et de tirer une flèche à travers 12 haches alignées. C'est sa dernière manœuvre. Car Pénélope sait, ou peut-être précelle, qu'un seul homme vivant est capable d'y parvenir. Avec cette épreuve, elle place l'arme la plus puissante de son mari au centre de la salle. Et elle crée la seule situation dans laquelle un homme seul pourrait renverser l'équilibre. Elle ne sait pas avec certitude que le mendiant est Ulysse. Mais elle prépare l'échiquier de manière à ce que, si c'est bien lui, il puisse gagner. Les prétendants essaient, l'un après l'autre, et échouent. Puis le mendiant demande à tenter sa chance. Il rit. Pénélope insiste pour que l'étranger soit autorisé à essayer. Ulysse tend l'arc sans effort. La flèche traverse les 12 haches. Et à cet instant,
Il cesse d'être un mendiant. Mais voici ce qui fait de Pénélope la personne la plus intelligente de tout le poème. Elle ne court pas vers lui. Elle descend dans la salle et reste simplement là, à observer l'homme devant elle. 20 ans se sont écoulés. Elle a survécu à 3 années de toile tissée et détissée, à 108 prétendants et à une pression constante pour qu'elle abandonne le trône et signe, en pratique, la condamnation à mort de son propre fils. Elle ne peut pas se permettre de se tromper maintenant. Pas maintenant. Elle le met donc à l'épreuve. Elle ordonne à la servante de déplacer le lit hors de la chambre, de le traîner dans le couloir et de le préparer pour leur invité. Ulysses explose, parce qu'il a construit ce lit de ses propres mains, autour d'un olivier vivant. Il ne peut pas être déplacé. Il est enraciné dans le sol. Qui a déplacé mon lit? Comment aurait-on pu le déplacer? Et voilà la preuve. Pénélope reconnaît son mari. Pas grâce à sa cicatrice, comme l'avait fait la vieille nourrice Euryclée. Pas grâce à son visage. Elle le reconnaît grâce au seul secret que 2 personnes seulement sur Terre aient jamais partagé. Elle ne fait pas confiance à ses yeux. Elle fait confiance à ce que personne ne peut contrefaire. Lorsqu'Homère leur permet enfin de se retrouver, il compare ce moment à des marins naufragés atteignant la Terre après une tempête qui aurait dû les tuer. Et c'est la comparaison parfaite. Car ils sont tous les deux des vétérans. De 2 guerres différentes. Ulysse a traversé la Méditerranée avec une épée. Pénélope a maintenu un royaume entier debout par la seule force de son esprit. Ulysse fut la lame qui ouvrit le chemin du retour. Pénélope fut le bouclier qui fit en sorte qu'une maison soit encore là pour l'attendre à son retour. Sans elle, Ulysse navigue pendant 20 ans et débarque devant une maison vide et un trône volé. Il ne reste plus d'Ithaque à sauver. La fidélité de Pénélope ne fut jamais cette chose douce et passive que le mot semble suggérer. Ce ne fut pas une femme à la fenêtre qui attend. Ce fut la forme de guerre la plus difficile que connaisse la mythologie grecque. Lente, invisible, sans gloire. Aucun poète ne composa jamais d'hymne de bataille pour cette guerre. 20 années combattues à l'intérieur d'une maison, contre des ennemis qu'elle ne pouvait pas tuer avec une épée. Les poètes appelaient Ulysse l'homme aux 1000 détours. Chéri, il désignait le mauvais époux. 3 femmes. 3 îles, une réelle, 2 impossibles. 3 manières différentes d'aimer un homme qui est toujours en route vers un autre endroit. Circé lui enseigna ce qu'aucun dieu n'avait jamais voulu lui apprendre. Le chemin à travers le royaume des morts et l'étrange générosité nécessaire pour laisser partir quelqu'un qui doit s'en aller. Calypso lui offrit l'impossible. L'éternité. Et lorsqu'il la refusa, elle l'aida malgré tout à partir, au point de perdre presque son propre nom. L'amour le plus difficile est celui auquel on met fin volontairement. Non parce qu'il a échoué, mais parce que le laisser finir est la dernière chose généreuse qu'il vous reste à faire. Pénélope, elle, ne le laissa pas partir du tout. Elle attendit. Sauf que, attendre, n'est pas le bon mot. Elle gouverna. Elle manœuvra. Elle résista. Elle tint la ligne. Elle maintint le nom d'Ulysse vivant à Ithaque longtemps après que tous les autres l'avaient déjà gravé sur une tombe. Alors non, l'Odyssée n'est pas l'histoire d'un héros. C'est l'histoire d'un héros et des 3 femmes sans lesquelles il ne serait jamais, pas une seule fois, parvenu à rentrer chez lui. Les poètes oublièrent de le dire clairement. Pas moi. Maintenant, avant que vous ne repartiez. Laissez un like si cet épisode l'a mérité, abonnez-vous pour le prochain mythe et dites-moi dans les commentaires laquelle des 3 vous auriez voulu avoir à vos côtés. La sorcière, la déesse ou la reine. Choisissez avec soin. Je vous regarde. Chanté par la muse. Coulé dans le bronze.